Salut tout le monde, Daniel Richard pour la chaîne YouTube de RDS. Aujourd'hui, on parle de la date limite des transactions. Ça arrive plus près qu'on pourrait le penser. La date limite, c'est le 6 mars. Sauf que cette année, contrairement aux autres années, il y a un gel de transactions du 4 au 22 février. Pourquoi? Évidemment, à cause de la période des Jeux olympiques. Ce qui fait en sorte qu'il pourrait y avoir une espèce de deux dates limites des transactions. Celle-là du 6 mars, la date officielle, et il va peut-être avoir plusieurs transactions aussi avant le 4 février, moment où les joueurs qui participent aux Jeux olympiques vont quitter vers Milan. Donc, je vous propose une liste de 10 noms. On commence tout de suite. On commence avec le nom qui pourrait peut-être intéresser le plus les partisans du Canadien, c'est celui de Blake Coleman. Vous avez probablement entendu notre collègue Pierre Lebrun mentionner à notre autre collègue Alexandre Tourigny que Blake Coleman est au sommet de la liste des priorités de plusieurs équipes, dont le Canadien de Montréal. Coleman, on dirait que quand on parle de lui, les premières choses qu'on se souvient, c'est qu'il a été échangé au Lightning de Tampa Bay à la date limite des transactions et après ça, il a gagné 2 Coupes Stanley avec le Lightning, qui était un joueur très important en série. C'est le genre de joueur que dont tu fais l'acquisition pour ce qui peut t'amener en série. Ceci étant dit, offensivement, c'est quand même un joueur de 34 ans aussi et offensivement, il y a eu quelques saisons au-delà de 50 points, 54 points exactement. Mais dans les 4 dernières saisons, c'est un joueur qui va récolter à peu près une trentaine de points. Ceci étant dit, au chapitre des mises en échec, c'est là, l'échec avant, les mises en échec, c'est là qui fait son efficacité. 33e présentement dans la LNH au chapitre des mises en échec. Donc, c'est un joueur que tu peux insérer probablement sur un 3e trio et qui peut venir dépanner sur un premier, un 2e trio, peut-être aussi sur une 2e vague en avantage numérique. Ce serait très surprenant qu'il soit encore avec les Flames après la date limite des transactions. Deuxième nom maintenant, lui est intéressant, c'est celui d'Alex Stock avec les Sabres de Buffalo. Il y a 2 mois à peine, c'est à peu près certain qu'Alex Stock allait être échangé à la date limite des transactions. Pourquoi? Parce qu'il va être joueur autonome sans compensation à la fin, au 1er juillet. Il termine un contrat de 7 ans à 4 750 000 $. C'est assez peu pour un joueur de son calibre. L'affaire qui arrive, c'est que les Sabres, depuis le 9 décembre, fichent de 15 victoires, 2 défaites, 1 défaite en prolongation. C'est pas rien. Ils sont premiers dans la LNH depuis le 9 décembre, donc depuis quoi? 1 mois et demi environ. Là, on va se poser la question, qu'est-ce que les Sabres vont faire? On le sait, historiquement, Buffalo, c'est une équipe qui a eu beaucoup de difficultés, d'une part, à cause des succès de l'équipe, à cause du marché aussi, à aller chercher des joueurs autonomes d'impact, là, j'entends, sans compensation, et encore plus à garder les principaux joueurs de l'équipe dans l'organisation. Je pense à Jack Eichel, à Ryan O'Reilly, même à J.J. Peterka dernièrement. Donc, Alex Stock qui va avoir 30 ans au mois de mars, est-ce que c'est un joueur qu'il va falloir, si on veut le garder avec les Sabres, surpayer, donner un petit peu plus que ce qu'il vaut sur le marché? Sinon, je vois mal comment les Sabres, qui, si les séries commençaient demain, ils participeraient, à tout le moins, vont être dans la course aux séries jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'on va vraiment vouloir échanger, même si on ne sait pas s'il va être de retour avec l'équipe, un joueur du calibre de Alex Stock qui nous empêcherait peut-être de participer aux séries pour la première fois en 15 ans? J'ai comme l'impression qu'on va prendre le risque, quitte à le perdre pour rien au 1er juillet prochain, de garder Alex Stock. S'il est échangé, bien, c'est un des joueurs, peut-être le joueur qui va rapporter le plus sur le marché des transactions. Situation complètement différente maintenant, on s'en va du côté des Rangers de New York. Saison catastrophique pour les Rangers. On est au dernier rang dans l'Est. On a mentionné à Artemi Panarin qu'on ne lui offrira pas de prolongation de contrat le 1er juillet prochain. Donc, ça devient assez évident que le joueur va être échangé d'ici la date limite des transactions. Comme on s'en doute pour un joueur de son calibre, bien, c'est un joueur qui a une clause de non-mouvement. Donc, ça pourrait modifier quand même beaucoup la valeur d'Artemi Panarin parce que s'il limite à 2 ou 3 équipes, les équipes avec qui il veut s'en aller, bien, l'enchère va être beaucoup moins élevée. Sinon, c'est une équipe qui pourrait être tentée de donner beaucoup, surtout si on n'a pas l'intention de prolonger son contrat à partir du 1er juillet prochain, parce que ça demeure un joueur offensivement, en tout cas, malgré ses 34 ans, ça demeure un joueur élite dans la Ligue nationale. Il y a au moins 1 point par match à ses 8 dernières saisons, incluant celle-ci. 54 points en 48 matchs, quand même. Et surveillez l'Avalanche, si jamais on veut l'échanger, parce que l'Avalanche, on le sait, premier rang au classement général, on vise la Coupe Stanley. Évidemment, c'est une équipe qui compte sur des joueurs élites, Nathan MacKinnon, Cale Makar. Mais offensivement, ce n'est pas une équipe qui a autant de profondeur qu'on pourrait penser. Regardez qui évolue sur l'avantage numérique de l'Avalanche. Et il y a des joueurs qui n'ont peut-être pas d'affaires là, en tout cas pour une équipe qui vise la Coupe Stanley. Artemi Panarin pourrait certainement donner un coup de main là-dessus. On se dirige dans l'Ouest maintenant, Steven Stamkos avec les Prédateurs. Ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que la perception qu'on a de Steven Stamkos a beaucoup changé depuis 1 mois et demi environ. Au 24 novembre, en 22 matchs, Stamkos, 4 buts, 1 passe.
4 buts en 22 matchs. Depuis ce temps-là, 16 buts, 26 points en 24 matchs. 16 buts en 24 matchs. Donc, Steven Stamkos, je ne pense pas que c'est revenu le marqueur de 50 buts qui était à la mi-vingtaine. Mais s'il est capable d'offrir sur un échantillon plus court, là, un rythme qui lui donnerait 30 à 35 buts avec une nouvelle équipe, bien, probablement qu'il y a une équipe qui va être prête à prendre la chance de faire l'acquisition de Steven Stamkos. Et le fait qu'il pourrait quitter Nashville aussi, c'est un joueur, on le sait, il était avec le Lightning souvent aspirant à la Coupe Stanley, pourrait peut-être le motiver un peu de retrouver une équipe comme ça avant la fin de sa carrière. Il lui reste 2 saisons après celle-ci à 8 millions par année quand même. Je dirige maintenant du côté des Devils avec Dougie Hamilton, vétéran défenseur, on sait qu'il a souvent été blessé au cours des dernières saisons. Une clause de non-échange où il peut empêcher une transaction à 10 équipes de son choix. Peut-être une nouvelle identité pour Dougie Hamilton, en tout cas pour la première fois en 5 saisons avec les Devils. Il est utilisé régulièrement en désavantage numérique. Vous mentionnez par exemple que les Devils lui ont enlevé la première unité en avantage numérique. On a confié ce rôle-là pour les défenseurs à Luke Hughes et ça paraît aussi. Offensivement, Dougie Hamilton plus timide cette saison, 13 points en 42 matchs. Seulement, il faut dire quand il est en santé, il nous a quand même habitués à des saisons plus productives que ça. Il lui reste encore 2 ans de contrat à 9 millions par année. Même si c'est juste pour 2 ans, c'est beaucoup pour Dougie Hamilton, surtout qu'on ne sait pas s'il est en santé ou non. Et puis les Devils, contrairement aux Canucks par exemple, les Devils, ce n'est pas une équipe qui est en reconstruction. C'est une équipe qui devrait au moins là, se battre pour les séries éliminatoires. C'est une équipe qu'au début de l'année, on pensait que ça allait être une des bonnes équipes dans l'Est. Donc, c'est une équipe qui est engagée à long terme avec à peu près tous les joueurs du noyau. Ce n'est pas une équipe qui reste beaucoup de place sous le plafond. Fait que j'ai hâte de voir comment le New Jersey, si on veut se débarrasser de Dougie Hamilton, comment on pourrait gérer le fait de devoir garder du salaire pour accommoder l'équipe qui va en faire l'acquisition. Maintenant, avec les Blue Jackets, prochain nom, Boone Jenner, le capitaine de l'équipe. C'est un joueur qui est avec les Blue Jackets depuis le début de sa carrière de 13 saisons. C'est sa dernière année de contrat, 3 750 000. Donc, pour la fin de l'année, c'est plus qu'abordable. Un petit peu comme Blake Coleman, Kiefer Sherwood. C'est un petit peu le même genre de joueur. Aussi, c'est un joueur de profondeur que les équipes peuvent amener sur leur 3e trio, qui ne vient pas déranger là, les 2 premiers trios ou une première vague en avantage numérique. Je pense qu'évidemment, on apprécie beaucoup aussi ses qualités de meneur, capitaine de l'équipe depuis 2021-2022, et aussi, bien, il a été le capitaine de l'équipe après on va s'en souvenir l'année dernière, le décès tragique de Johnny Gaudreau, les Blue Jackets qui avaient surpris beaucoup l'année dernière. Là, on avait raté les séries éliminatoires par quelque peu, même si on n'avait pas l'équipe pour se rendre nécessairement en série. On s'en va dans un dossier complètement différent. Elias Pettersson, ça, je pense que tu peux appeler ça une énigme. Après des saisons de 102 et 89 points les 2 dernières années, puis j'inclus celle-ci là-dedans, ça a été très, très, très difficile pour Elias Pettersson. Maintenant, si on veut faire l'acquisition, l'évaluation qu'on doit faire, c'est jusqu'à quel point on peut attribuer l'environnement dans lequel il est au fait qu'il y a eu des saisons difficiles. Rappelez-vous l'année dernière, avec JT Miller, un conflit qu'on n'a pas été capable de régler. JT Miller est parti. Et cette année, bien, littéralement, il évolue pour la pire équipe de la LNH. Donc, est-ce que l'équipe va faire son acquisition, va parier sur le fait qu'il est capable de redevenir un joueur de 90 ou 100 points? Ça reste à voir. 29 points en 40 matchs cette saison. Et contractuellement, il écoule présentement la 2e année d'un contrat de 8 ans à 11,6 millions de dollars par année. Pour vous donner une idée, là, Nick Suzuki gagne 7 875 000. Donc, Pettersson gagne pratiquement 4 millions de plus. Donc, l'équipe qui va faire son acquisition, si ça se produit, c'est une équipe qui est capable de prendre des risques, disons. Maintenant, on se tourne du côté des Blues, un joueur complètement différent, Brayden Schenn. Tu sais, les Blues connaissent une saison difficile. Ça avait mal commencé l'année passée, ça s'était beaucoup replacé. Ça ne semble pas vouloir être le cas cette année. Schenn, âgé de 34 ans, joue au centre, capitaine des Blues. Connaît une saison difficile offensivement, mais là, j'ai le goût de te dire que c'est un peu à l'image du reste de l'équipe. 19 points en 49 matchs seulement pour Schenn. Sauf que les Blues, à 2,43 buts, c'est l'équipe qui marque le moins par match dans la LNH. Il reste encore 2 ans de contrat à Brayden Schenn à 6,5 millions par année. Un petit peu comme les Canucks, par contre, si les Blues décident d'échanger plusieurs joueurs, on parle même d'échanger Robert Thomas, ça j'en doute beaucoup, mais si on décide de faire le ménage, on va être capable de se garder de la place pour absorber une partie du contrat de Brayden Schenn.
On poursuit avec Justin Falk, défenseur des Blues. Il n'y a pas une tonne de défenseurs avec une identité offensive de disponible en vue de la date limite des transactions, surtout peut-être depuis que Rasmus Anderson a été acquis des Golden Knights. J'ai parlé de Dougie Hamilton aussi, mais ça reste assez mince. Justin Falk compte 11 buts depuis le début de la saison. Ça, c'est bon pour le 6e rang chez les défenseurs de la LNH. Ceci étant dit, il faut dire aussi qu'il y a un pourcentage de réussite de 11,7 %, ce qui reste parmi les plus élevés là, chez les défenseurs. Donc, ce serait peut-être pas tout le temps comme ça. Seulement 2 de ses 11 buts en avantage numérique. Donc, c'est un joueur qui n'a pas besoin nécessairement là, d'être sur une première unité en avantage numérique pour se servir de son lancer, qui est excellent. Il va avoir 34 ans au mois de mars. On a souvent pensé à lui comme étant un défenseur offensif, mais il a aussi été utilisé en désavantage numérique avec les Blues. Et on termine ce top 10 du côté des Rangers, un peu pour les mêmes raisons que Artemi Panarin. Vincent Trocheck pourrait être disponible sur le marché des transactions, même si lui ne sera pas un joueur autonome à la fin de l'année. Correspond probablement à l'identité qu'on a d'un deuxième centre pour une équipe qui veut participer aux séries. Peut-être pas ce qu'il faut là, pour vraiment être le premier centre d'une équipe qui veut faire un bon bout de chemin, mais il produit encore à 32 ans avec 29 points en 35 matchs. Et visiblement, les dirigeants de la LNH, plusieurs dirigeants, en tout cas ceux-là qui sont américains, ont une bonne estime de Vincent Trocheck parce que même si ce n'est pas un joueur élite offensivement, bien, il a été retenu sur l'équipe américaine en vue des Jeux olympiques. Il est utilisé sur le premier avantage numérique des Rangers. Il est utilisé en désavantage numérique aussi. Une clause de non-échange qui fait qu'il peut refuser une transaction seulement pour 6 équipes. Donc, ça ne devrait pas être un problème si on l'échange à une équipe qui veut participer aux séries. Après cette saison, il lui reste 3 autres années de contrat quand même à 5 625 000. Donc, pour le salaire, c'est pas trop élevé, peut-être un petit peu pour les années. Mais c'est un joueur que si jamais la production offensive baisse, ce qui est possible vu qu'il a 32 ans, il pourrait devenir un joueur responsable défensivement. Et puis, fait important à noter aussi, sa dernière présence en série éliminatoire, il a bien fait avec 20 points en 16 matchs. C'était en 2023-2024. Donc voilà ce qui fait le tour du top 10. Ça va être intéressant de surveiller pour les prochaines semaines et on va faire des mises à jour aussi du marché des transactions, aussi surveiller ce que le Canadien va faire en vue de la date limite des transactions. Voilà, à bientôt.